Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler des finances personnelles. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Anxialoun. Mon message aujourd'hui s'adresse aux chefs d'entreprise et en même temps entrepreneurs. Généralement, on peut avoir des entreprises individuelles, des SARL ou des SA, mais je vois souvent à travers les entreprises et le comportement des gens que j'accompagne que parfois on mélange les finances personnelles et les finances de l'entreprise. Donc, le premier point dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'il faut séparer les choses. Bien évidemment, dans le cas d'une entreprise individuelle, les biens de l'entreprise est à la fois le bien du propriétaire. Mais toutefois, une entreprise est une personne morale en soi. Donc, dans le cas d'une entreprise individuelle, il n'y a pas vraiment de frontières, mais n'empêche, pour mieux développer vos affaires, il faut savoir les séparer. Je sais qu'en termes de finances personnelles, par exemple, quand on est à la maison, on essaie de s'organiser, chacun a sa manière de s'organiser. Mais je me rappelle encore de ce que Steve Harvey a parlé dans une de ses émissions, que dans une maison, il devrait y avoir au moins 3 comptes. Le compte pour la femme, pour son argent de poche personnel, le compte pour le monsieur, pour ses besoins personnels, et le compte de la famille, qu'il a dit, toutes les charges d'achat, de paiement de loyer, de paiement des écolages des enfants, de paiement d'électricité, de gaz, de carburant, de l'entretien des voitures, enfin, tout ce qui fait fonctionner au fait le foyer dans son ensemble devrait sortir de ce compte. C'est très facile à budgétiser, on connaît à l'avance le loyer, à peu près le montant qu'on alloue au repas mensuellement ou hebdomadairement, on connaît à peu près toutes les autres dépenses comme les écolages, l'électricité, l'eau, enfin tout ce qui concerne la vie quotidienne, et on alimente par rapport à ça, et c'est ça que le couple devrait utiliser, un seul compte avec 2 cartes par exemple, et c'est comme ça que le couple peut facilement gérer les finances de leur foyer. C'est quelque chose que j'ai entendu dans les années 2014 et que j'ai appliqué de suite et que j'applique jusqu'à aujourd'hui dans notre vie familiale. C'est-à-dire qu'il y a un compte familial pour toutes ces dépenses et chacun après, monsieur, madame, les enfants s'ils veulent, chacun a ses propres comptes qui n'ont rien à voir avec ce compte familial. Ça devrait être comme ça aussi dans l'entreprise. Même si l'entreprise nous appartient à part entière. Normalement, pour pouvoir avoir une visibilité sur l'utilisation des fonds, sur ce qui reste à la fin de l'année comme bénéfice et sur ce qu'on peut investir pour l'an prochain, l'idéal, c'est d'avoir un compte entreprise, c'est-à-dire que toutes les ventes rentrent directement là et toutes les dépenses liées à l'entreprise sortent de là. Après, bien évidemment, c'est un élément qu'on va voir tout à l'heure. En tant que chef d'entreprise, on doit se payer parce que on devrait avoir un salaire. C'est avec ça. On n'attend pas chaque fin d'année pour calculer les bénéfices et savoir ce qui rentre en nous. On a des activités journalières pour la plupart des entrepreneurs. On travaille pour notre entreprise. Donc, on devrait prendre un salaire. Comme un pays comme Madagascar, c'est plus facile parce que à Madagascar, on a ce qu'on appelle l'impôt dédié au fait au propriétaire. C'est très bas, c'est 5% il me semble, jusqu'à un certain montant de paiement. Je pense que jusqu'à 200 millions d'ariars, soit l'équivalent en euros de 45 000 euros. C'est-à-dire que si on se verse un salaire de 2 000, 3 000 euros mensuels, on n'atteindra pas encore ce niveau. Donc on reste dans les 5%, ce qui est un taux très très bon, à mon avis, par rapport au taux que je vois
dans d'autres pays. Troisième élément, c'est la constitution de ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est ce qui est utilisé pour les imprévus. En 2020, s'il n'y avait pas de fonds d'urgence, ça aurait été catastrophique pour plusieurs entrepreneurs, que ce soit pour sa vie privée ou pour son entreprise. Dans tous les cas, il faut avoir un fonds d'urgence, une épargne pour l'entreprise. Si l'entreprise traverse des difficultés, parce qu'il y a un arrêt de travail, parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a plusieurs choses. Nous, par exemple, on loue un bureau et il y a quelques mois de cela, il y avait un dégât des eaux, tout s'écroule. On doit changer de bureau tout de suite. Et quand on change de bureau, il y a un investissement à faire. Si on n'a pas un fonds d'urgence, c'est catastrophique. En 2020, du jour au lendemain, l'activité s'arrête parce que il y a le lockdown. Si on n'a pas de fonds d'urgence pour essayer de fonctionner et de garder l'équipe en live et essayer de les faire travailler chez eux, il y a des investissements à faire sur les matériels, sur les connexions, sur plusieurs choses. Si on n'a pas eu de fonds d'urgence, il fallait mettre la clé sur la paillasson. Et c'est pareil pour le côté personnel. Quand on est à la maison, si quelqu'un tombe malade, bien sûr, il y a les assurances maladie, on se dit. Mais parfois, le processus prend du temps. Donc, il faut avoir des fonds d'urgence. Si du jour au lendemain, il y a un accident, la voiture brûle, ou la voiture, je sais pas, l'eau rentre dans le moteur, ça fonctionne plus. Ce n'est pas de fonds d'urgence pour remplacer la voiture ou la faire réparer. Comment on fait pour la suite de nos activités? Donc, il y a plein de choses. Pourquoi on devrait toujours constituer un fonds d'urgence? Le fonds d'urgence, il n'y a pas de niveau. Ça peut être 6 mois de nos gains ou de nos entrées d'argent, comme ça peut être 1 an. Ça dépend de chacun. Donc, c'est une somme que vous allez mettre de côté, accessible. Ça peut être, bien évidemment, dans un compte qui permet à ce fonds de fructifier, mais il ne faut pas que ça soit bloqué, parce qu'il faut que ça soit accessible au moment où on en a besoin. Donc, si on a déjà un fonds d'urgence, la prochaine étape, c'est d'investir. Il y a plusieurs moyens d'investir. Je vais mettre un lien de notre vidéo sur l'investissement. Je partage avec vous, c'est dans les commentaires. Mais l'investissement, généralement, c'est mettre son argent à la disposition d'une autre entité pour que ça se fructifie, pour que ça crée des bénéfices. On peut investir, par exemple, dans l'immobilier. On achète une maison, on loue et on fait des marches. On peut investir dans des actions. On achète une action et, bien évidemment, soit le prix de l'action augmente, on peut avoir des plus-values en revendant. En même temps, on gagne aussi des bénéfices, une quote-part des bénéfices chaque année par rapport à la globalité des gains. Ça peut marcher aussi pour les ETF, toujours dans la même démarche. Ça peut être dans des comptes bloqués, comptes épargne qui permet d'avoir des bénéfices 4, 5, 6% dans les pays comme Madagascar. C'est assez haut comme les taux utilisés, les taux directeurs utilisés par les banques sont assez élevés. Donc ça permet de générer aussi pas mal de fonds. Un des éléments que j'aimerais aborder aussi, c'est le remboursement des dettes. On peut constituer un fonds d'urgence. On peut investir. Mais tout ça, bien évidemment, pas aux dépens des autres. Il faut commencer à rembourser des dettes si vous en avez. Donc, essayez de vous débarrasser de ces charges. Parfois, si ce sont des dettes auprès des institutions financières, ça peut coûter très cher. Donc, pour diminuer votre coût de vie ou coût de fonctionnement, déjà en général, il faut se débarrasser petit à petit de ces dettes. Il faut toujours vivre dans les possibilités qu'on a autant que possible. C'est-à-dire que les dépenses qu'on engage chaque mois devraient rentrer dans les entrées que nos entreprises ou nous-mêmes permettent de faire chaque mois. La finance personnelle est très intéressante parce que ça vous permet d'être libre. C'est-à-dire que quand on a la sécurité, ça nous permet de mieux vivre.
mieux prendre des décisions. Par exemple, quand on est une entreprise, okay, et que l'entreprise est très juste par rapport à l'entrée, quand on regarde les sorties, enfin les dépenses, c'est-à-dire que l'entreprise doit toujours faire des ventes. Et parfois, on fait du dumping, on essaie de vendre à perte ou on essaie de vendre à des prix pas réalistes pour essayer de combler le vide. Et ça, c'est un danger parce qu'à long terme, ça peut bousiller l'entreprise. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que il faut être à l'aise. Quand on est à l'aise, on peut prendre les bonnes décisions. Quand on sent qu'on peut pas faire des marges ou que ça va être compliqué à faire comme projet, on peut dire non parce qu'on a la possibilité de dire non. Et c'est pareil à la maison. Si on a un salaire qui est très juste pour payer le loyer, payer les repas, payer les dépenses de la maison, même si on n'a plus envie de travailler dans cette entreprise parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a d'autres problèmes, parce que les horaires de travail ont changé, parce que, il y a plusieurs choses qui peuvent nous affecter ou on a juste envie, après ça, de quitter parce qu'on est démotivé. Si on n'a pas les moyens d'avoir 3 mois au moins, 6 mois de préférence de chercher un autre job, on est coincé là, on est prisonnier. C'est pour ça qu'avoir des fonds d'urgence, non seulement ça nous permet d'être libres, mais ça nous permet en même temps et surtout de faire les très bons choix. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Enfin, la question financière, en fait, est aussi une question émotionnelle. Et il faut être franc, il faut être en phase, et il faut être à l'écoute de soi-même. Quand on parle d'argent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes selon comment on a grandi, dans quel milieu, dans quelle famille, dans quel type d'école, et ainsi de suite. La relation avec l'argent dépend de notre émotion. Dans les pays européens, il y a plusieurs villes où on déteste les riches. Ah, ils se sont enrichis forcément sur les dos des autres. On déteste ça. À partir du moment où on entend ce discours, sans faire attention, notre subconscient enregistre. Et du jour au lendemain, il y a la haine des riches qui monte en nous. Et croyez-moi, quand on a la haine envers les riches, on ne peut pas devenir riche soi-même. On ne peut pas devenir quelque chose qu'on n'aime pas. On ne peut pas devenir des types de personnes qu'on n'aime pas. C'est pour ça que si on déteste les riches, on ne pourra pas être riche. Et c'est pour ça que la relation aussi, quand on nous dit « Ah, il faut beaucoup travailler pour pouvoir gagner beaucoup d'argent », c'est pas forcément vrai. Parce que il y a une relation de cause à effet parfois. Quand on a 1000 arrières par jour, on essaie de faire avec. On nous donne 10 000 arrières par jour, généralement, inconsciemment, les gens consomment tout. Leurs dépenses passent de 1000 arrières à 10 000 arrières et on peut multiplier ça par 10, 100, 1000, ça donne toujours le même effet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, des milieux par exemple pas très favorisés, comme aux États-Unis par exemple les basketteurs, du jour au lendemain, ils deviennent des millionnaires et après, à ce niveau, quelques années plus tard, ils redeviennent pauvres. On consomme parce que l'argent est là. On n'est pas disposé à être riche. On ne pense pas au lendemain. On ne constitue pas un fonds d'urgence.
on n'investit pas. Il y a un basketteur que j'ai beaucoup adoré, que j'aime toujours, hein, Dennis Rodman, qui a joué pour Chicago Bulls. Quand je vois son histoire, ça me donne des larmes aux yeux. Et il n'est pas un cas isolé. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit tout de suite. Mais ce cas, il y en a beaucoup. Et pas seulement dans le sport. Il y a des chanteurs qui étaient au top, qui sont tombés. Il y a des gens dans des entreprises qui ont atteint certains niveaux, qui sont tombés. C'est pour ça que je partage cette vidéo. C'est pour ça que je parle de la finance personnelle. C'est pour ça qu'on doit être prêt. C'est pour ça aussi qu'on arrête de blâmer les riches. Et c'est pour ça qu'on doit aussi arrêter de parler que la richesse est une question de justice. C'est pas ceux qui font des efforts qui deviennent riches. Pas forcément. C'est vrai que ça contribue. Je dis pas le contraire. Ça contribue, mais pas forcément ça, c'est des disciplines, c'est des savoir-faire, c'est des comportements, c'est l'apprentissage. Écouter ceux qui sont riches, comment ils ont fait, et apprendre d'eux. Okay? C'est ça. Donc, l'objectif pour moi n'est pas forcément de devenir riche, parce que riche est un grand mot. Quand est-ce qu'on est riche? Quand on a 100 000 euros? Quand on a 1 million d'euros? Ou quand? Et l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de partager ça, parce que je pense que quand on a les moyens de faire le choix, quand on a le moyen de ne pas dépendre des autres, on est libre, on est déjà riche à ce niveau. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous trouvez que cette vidéo devrait être partagée avec des amis, n'hésitez pas. Et surtout, je vous invite encore une fois pour nous supporter à aimer notre page et à nous suivre sur YouTube. À très bientôt. Au revoir.